Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition du PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui s'est exprimé hier devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques, nouvellement présidée par la sénatrice LR des Yvelines, Sophie Primas. Alors lors de cette audition, Henri Poupart-Lafarge a eu pour l'essentiel à répondre aux grandes inquiétudes des élus face à la perspective de la fusion d'Alstom avec son rival allemand Siemens pour créer un géant européen du ferroviaire. Alors si beaucoup de parlementaires admettent que c'est une bonne solution au niveau mondial et au niveau stratégique, eh bien il y avait aussi beaucoup de parlementaires qui craignaient pour le maintien de l'emploi en France pour un certain nombre de sites industriels. Alors l'État français a obtenu la garantie qu'il y ait le maintien de l'emploi pendant 4 ans. Mais voilà, il y a aussi eu des précédents malheureux. Et d'ailleurs, hier, pendant cette audition, manifestaient devant le Sénat des salariés issus d'une ancienne usine d'Alstom Énergie vendue à General Electric. General Electric qui s'était engagé à maintenir l'emploi sur place, mais qui maintenant met en place un plan social. Tout de suite donc, voyez l'audition d'Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom. Nous accueillons aujourd'hui M. Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, à qui je souhaite bien sûr la bienvenue. Monsieur le Président Directeur Général, c'est la deuxième fois cette année que vous vous exprimez devant notre commission, puisque je rappelle que nous vous avions déjà reçu en février. Jean-Claude Lenoir était assis à cette place. Cette seconde audition, à peu de distance de la première, se justifie évidemment par l'annonce d'un rapprochement entre Alstom et Siemens. Ce rapprochement soulève des questions et des inquiétudes, comme vous l'imaginez, très nombreuses, quant à l'avenir de l'industrie du transport ferroviaire dans notre pays. C'est pourquoi notre commission souhaite mieux cerner ces raisons et les impacts qu'il aura sur l'activité, sur l'innovation et bien sûr sur l'emploi industriel dans notre pays. Parce que vous êtes le PDG d'Alstom, mais aussi parce que vous êtes annoncé comme le futur grand patron du groupe Alstom-Siemens. Vos propos seront scrutés avec la plus grande attention. Avant de vous céder la parole, permettez-moi toutefois de faire une première remarque et de vous poser une première question. Lors de votre précédente audition, vous aviez évoqué les atouts nombreux du groupe Alstom sur le plan industriel et technologique et souligné bien sûr l'intensité de la concurrence mondiale, notamment face aux industriels chinois, coréens et désormais japonais. Pourtant, dans le panorama prospectif que vous nous aviez dressé, vous n'aviez peut-être évidemment pas, mais en tout cas absolument pas, abordé la question du rapprochement avec Siemens, alors même que les négociations entre les deux groupes ont probablement commencé à peu près à la même période, voire un petit peu avant. Je m'interroge donc sur le sens de venir s'exprimer devant la représentation nationale si l'on n'évoque pas devant elle un sujet aussi stratégique. Ma question portera sur les impacts économiques, bien sûr, et sociaux de la fusion. En quoi le nouveau groupe sera-t-il plus compétitif que le précédent? Concrètement et précisément, où sont les gains attendus de ce rapprochement? Au-delà de l'idée un peu intuitive qu'un acteur plus gros est un acteur plus fort dans la concurrence mondiale, nous voudrions appréhender plus concrètement les atouts supplémentaires du nouveau groupe par rapport à ces deux entités constitutives. Nous voudrions également mieux cerner les risques de l'opération. Il a été annoncé que pendant les 4 ans suivant la fusion, les sites et les emplois des deux groupes seront préservés en France et en Allemagne. Mais après, Alstom est en choc frontal avec Siemens sur toutes ses activités, grande vitesse, trains régionaux, tramway, métro, signalisation. La logique de la fusion n'est-elle pas à terme de rationaliser les offres qui doublonnent sans forcément transformer ou remplacer l'activité sur des sites? Au-delà d'Alstom et de Siemens, il y a aussi le cas de tous les sous-traitants. Lors de votre audition de février dernier, vous aviez indiqué que 80% de ce qu'Alstom fabrique en France est acheté en France auprès d'un tissu de PME. Quel impact pour le réseau des PME sous-traitantes? Monsieur le Président Directeur Général, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes, à la suite de quoi mes collègues pourront bien sûr intervenir pour vous poser des questions. Vous avez la parole. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir dans votre enceinte. Je suis passé effectivement en février, alors, puisque vous m'interpellez sur le sujet.
D'abord deux choses, je ne retirerai pas un mot de ce que j'ai dit en février, je vais faire le lien avec ce que j'avais dit en février. Et deuxièmement, non, les négociations n'avaient pas commencé en février. Donc, et je vais revenir un petit peu d'ailleurs sur la genèse de cette opération, ça va vous expliquer comment tout cela est venu. Alors pour faire le lien avec février, comme je le disais en février, le groupe Alstom, recentré sur le ferroviaire, a effectivement de nombreux atouts. Et le groupe va bien, pas question de dire que le groupe va mal. Nous sommes sur nos 4 activités, l'activité de matériel roulant, l'activité signalisation, l'activité service, l'activité clé en main. Clé en main, c'est-à-dire qu'on le fait assez peu en France, mais dans un certain nombre de pays qui lancent une nouvelle ligne, eh bien Alstom s'engage à livrer la ligne complète, que ce soit l'électrification, les rails, le matériel roulant, la signalisation, l'ensemble du système ferroviaire. Donc nous avons ces 4 pieds présents dans l'ensemble des continents, et donc on bénéficie et j'y reviendrai, de la globalisation des marchés. Et puis nous innovons. Nous avons pas mal innové cette année, que ce soit dans les domaines digitaux, mais aussi dans les domaines plus liés au matériel lui-même. Nous avons lancé un train à hydrogène, nous avons été les premiers à lancer un train à hydrogène. Et puis récemment, nous avons lancé un bus électrique. Donc c'est ce qui est plus visible, mais nous avons aussi lancé des centres de contrôle multimodaux. Enfin, nous continuons, et c'est l'ADN d'Alstom que de continuer à innover pour répondre aux défis de la mobilité. Donc nous allons bien. Et donc, pourquoi cette opération? Pourquoi avoir fait cette opération avec Siemens, qui n'est pas une totale surprise? Je crois que nous avions dit depuis quelque temps que nous pensions que le marché devait se consolider. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions avec les uns et les autres, il y a eu des rumeurs sur des rapprochements, pas simplement nous concernant, concernant aussi d'autres acteurs. Alors, pour comprendre un peu le contexte qui explique pourquoi, finalement, beaucoup de gens en parlaient avec beaucoup de gens et pourquoi nous avons décidé que Siemens était notre partenaire privilégié, il faut faire un petit recul sur l'ensemble du marché. Si on regarde l'ensemble du marché au niveau mondial, il y a deux tendances principales à ce marché. L'une dont on a beaucoup bénéficié et qui a été le moteur d'Alstom dans les dernières années, c'est la globalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de manière simple, il y a une dizaine d'années, il existait encore beaucoup de villes à travers le monde qui n'avaient pas de système urbain ferroviaire. Beaucoup de villes importantes, d'Amérique latine, d'Asie, en Inde, voilà, Panama, beaucoup de villes, Lima en Amérique latine, en Inde il y avait très peu de lignes, Hanoï au Vietnam, enfin, beaucoup de très grandes villes sans système urbain. Et depuis 10 ans, compte tenu de la pollution, compte tenu de l'engorgement des villes, c'est devenu la priorité de toutes les autorités administratives à travers le monde. On est aussi aidé par le fait qu'en Europe, ça continue à être la priorité, même si les enjeux sont différents, pour des questions plus environnementales et de qualité de vie, telles qu'on les connaît à Paris, mais dans toutes les grandes villes en Europe. Donc, cette globalisation du marché, qui fait qu'on a dû servir de plus en plus de marchés, non seulement en Europe, mais dans tous les continents, nous a conduit à investir à travers ces différents pays. Donc on a investi en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, au Kazakhstan. Alors ces investissements sont là pour répondre à des demandes locales, pour être plus proche des clients, pour donc avoir des offres plus compétitives, pour être aussi plus proche des besoins des clients, mais également à des demandes légales, puisqu'un certain nombre de pays, nous sommes obligés de fabriquer dans le pays pour pouvoir vendre dans le pays. Le dernier en date étant l'Inde, puisqu'il y a un mois, l'Inde a passé un Buy Indian Act, comme il y a aux États-Unis, qui oblige à construire 75% de la valeur ajoutée d'un métro en Inde pour pouvoir vendre en Inde. Donc on voit qu'il y a cet enjeu d'investissement très fort que nous avons fait, qui continue pour pouvoir adresser l'ensemble de ces marchés. Parallèlement à cette globalisation, et de manière assez naturelle finalement, un certain nombre de nouveaux acteurs sont nés. Et j'en parlais en février. Donc il y a un acteur chinois, CRRC, qui est né par ce nouveau marché chinois. Mais il y a aussi un acteur japonais, Hitachi, qui a décidé de se globaliser, qui investit aux États-Unis, qui investit en Europe. Il y a aussi Rotem, l'acteur coréen. Et puis, si je devais faire un pari devant vous, je dirais qu'il y aura un jour un acteur indien également, l'Inde étant un des très très grands marchés futurs. Il n'y a pas de raison que les industriels indiens ne se disent pas « et pourquoi pas moi ?»
Donc on voit qu'émerge un paysage dans lequel il y aura quelques grands acteurs globaux et puis des acteurs, il restera toujours des acteurs locaux dans chacune des régions. Nous, notre ambition, c'est d'être un de ces acteurs globaux. Nous avions investi avec nos propres moyens, mais il nous semblait, et c'est pour ça qu'on parlait de la consolidation du marché, que pour franchir une étape supplémentaire, pour accélérer cette globalisation, se marier avec un autre acteur, de ce point de vue-là, je vais revenir sur Siemens, mais se marier avec un autre acteur était quelque chose de bénéfique. Premier enjeu. Deuxième enjeu, l'enjeu de la digitalisation, qui est un peu lié d'ailleurs. Les besoins en transport et les besoins de mobilité dans les villes sont tels que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas optimiser les infrastructures. Il faut absolument, et c'est vrai d'ailleurs pour la France, et c'est vrai pour tous les pays en Europe et dans le monde, quand on construit une infrastructure, il faut optimiser son utilisation. Il faut optimiser l'intermodalité. On ne peut pas se permettre d'avoir des systèmes inefficaces alors qu'il y a de tels besoins de mobilité, notamment, et puis les besoins environnementaux également. Pour cela, depuis quelques années, on investit de plus en plus dans les technologies digitales, au niveau du train lui-même, au niveau du système du train, donc l'optimisation du trafic, la fréquence entre les métros, etc. Et puis, plus globalement, au niveau de la mobilité. Et donc, nous développons des outils pour faire parler entre eux les bus, les trains, et puis demain, les voitures autonomes ou les voitures partagées, etc. Ça nécessite des investissements très importants et aussi, c'est pas que de l'argent, c'est beaucoup de compétences. Nous venons si j'étais un peu caricatural, nous venons du métier plutôt mécanicien. Nous sommes progressivement allés dans l'électrique, puis l'électronique, et puis maintenant, il faut que nous allions aussi dans le développement de soft. Je dis ça y compris dans le train lui-même, hein, comme pour les voitures, la valeur ajoutée d'un train est de plus en plus dans son système de contrôle, dans la connectivité pour les passagers et pour les opérateurs. Donc là aussi, investissement important, et donc là aussi, je trouve nécessité, en tout cas intérêt grand, de se marier avec un partenaire. Alors, c'est pour ça que je dis c'est pas nouveau, depuis 1 ou 2 ans, nous étudions systématiquement quels pourraient être les bons partenaires. Nous sommes tombés sur Siemens. Et c'est là où je me permets de corriger légèrement ce que vous disiez. Le partenaire Siemens est le plus adéquat pour nous, approprié pour nous, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il coche la case de la globalisation, très clairement, c'est un acteur majeur, présent dans l'ensemble des territoires, peut-être un petit peu moins que nous dans certains domaines, dans certains pays, mais il est plus présent en Chine que nous, moins présent en Inde, il est moins présent en Afrique que nous, donc il coche cette case-là. Il est très avancé d'un point de vue digital, dans Siemens Mobilité, mais aussi, j'y reviendrai, dans Siemens Group. Et puis, il y a une 3e case, c'est qu'il est complémentaire d'Alstom. Et donc, si vous prenez numériquement, en fait, nous nous retrouvons en face de Siemens en appel d'offres que dans 13% des appels d'offres. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en frontal en permanence avec Siemens. Nous avons des origines différentes. Eux sont plutôt d'origine d'Europe centrale, hein, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Europe de l'Est. Nous sommes plutôt en Europe de l'Ouest. Ça paraît... on dit, mais pourquoi finalement est-ce que ça a des impacts? Ça a des impacts pas simplement géographiques, ça a des impacts aussi en termes de produits. Je ne sais pas si quelqu'un de La Rochelle. Les tramways, nous avons, développé un nouveau tramway. Voilà. Donc nous avons développé un nouveau tramway pour relancer le tramway en France. Hein, donc il y a une 20aine d'années de cela. Grand succès, donc un tramway moderne assez standard. Du côté de Siemens, ils ont plutôt adressé des marchés existants dans lesquels les infrastructures n'avaient pas été modifiées. Ils ont un tramway donc à plancher haut et très spécifique ville par ville. Donc une approche assez différente. Donc, on pourrait multiplier les exemples. Le TGV à la française est très différent du modèle TGV à l'allemande. Pas du tout la même géographie, pas les mêmes... Le TGV français est plutôt capacitaire, hein, de double niveau. TGV allemand vient en surcroît d'une offre qui existe déjà. Et donc ça vient plutôt en offre premium pour des trajets à très grande vitesse. Donc une très grande complémentarité qu'on illustre par les chiffres sur ça. Donc
nous avons, et c'est pour ça que je dis en février nous n'avons pas commencé, nous avions cette complémentarité, mais nous avions des obstacles. Parce que chez Siemens, la partie digitale était une partie assez cœur, et je les comprends, et donc il n'était pas très favorable à une discussion complète sur l'ensemble du transport. Et dans les épisodes précédents, pour ceux qui ont connu des épisodes précédents, il y a eu des épisodes précédents, toutes les discussions étaient autour du matériel roulant et ne comprenaient pas la signalisation. Nous avons insisté pour ça, et Siemens a accepté. En contrepartie, nous avons décidé de faire effectivement un mariage simple, et nous avons trouvé que c'était une bonne idée de marier totalement les deux entreprises, et là j'en viens à la structure de l'opération. C'est une opération qui a deux facettes, on ne peut pas la limiter à une seule des deux, il y a deux facettes. Il y a à la fois l'achat par Alstom de la division Siemens Mobilité, et donc mécaniquement, c'est la société Alstom SA, qui reste la société faîtière. La cotation reste à Paris, le siège reste à Saint-Ouen. Et donc le premier jour, je dirais, les équipes du siège de Saint-Ouen vont accueillir les équipes de Siemens Mobilité, qui, elles, vont être détachées du groupe Siemens. Donc aujourd'hui, chez Alstom, l'annonce de la fusion n'a pas conduit à quoi que ce soit de concret. Chez Siemens, l'annonce de la transaction a conduit les équipes à se diviser du reste du groupe, à la fois légalement, juridiquement, financièrement. Donc il y a ce volet-là, et en même temps, si je puis dire, il y a mécaniquement, parce que nous émettons des actions en contrepartie de cet achat de l'activité Siemens Mobilité, le groupe Siemens devient l'actionnaire à 50% de Alstom. Très franchement, qu'il ait 40, 45, 50, 55, ça ne change rien en pratique, c'est juste que ça devient l'actionnaire principal d'Alstom. Je crois, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Les deux sont une bonne nouvelle, ce n'est pas une contrepartie d'un côté ou de l'autre. Évidemment, le renforcement de l'actif est extrêmement important, et c'est ça le cœur, bien sûr, c'est le cœur de l'opération, c'est le mariage entre Alstom et Siemens Mobilité, avec encore une fois son siège à Paris. Et ça, c'est le cœur, mais je trouve qu'avoir comme actionnaire Siemens, qui est un grand groupe technologique européen, avec une assise financière importante, qui est une entreprise responsable, qui a, j'allais dire, une approche globale, une réputation sur les marchés, pas simplement le marché transport, mais le marché globalement très, très, très bonne, est une bonne chose. Et donc, je trouve qu'il n'y a qu'à gagner à cette opération. Nous avons, et je finirai par là, donné des engagements sur l'emploi, sur les sites. Ce n'est pas du tout parce que nous sommes dans le défensif. Ce n'est pas du tout parce que nous pensons que dans 4 ans, parce que c'est quelquefois on donne un engagement pour 4 ans, alors du coup, la question c'est dans 4 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez des plans secrets pour dans 4 ans, etc. Non, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement du tout, au sens formel. Il y a des engagements spécifiques qui existent et bien sûr qui sont maintenus, mais globalement, il n'y a pas d'engagement. Demain, on prend cet engagement. D'ailleurs, 4 ans qui sont en réalité, quand on compte à partir d'aujourd'hui, plus de 5 ans, puisque l'opération mettra plus d'1 an à se faire. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce genre d'opération est anxiogène, et naturellement anxiogène, et c'est normal, même si, et je tiens à souligner, l'ensemble du management d'Alstom, le comité de direction, les cadres, quand je vais sur les sites, etc., accueillent cette opération très positivement. De la même manière, d'ailleurs, ceux de Siemens Mobilité accueillent cette opération de manière très positive. Il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir des inquiétudes et que nous avons souhaité stabiliser en disant, écoutez, nous allons faire l'intégration de manière la plus sereine possible et pour ça, nous donnons un cadre qui préserve pendant les 4 prochaines années, qui est en fait la durée de l'intégration, qui soit stable. Mais à long terme, les sites vont bénéficier bien évidemment du renouvellement du dynamisme de l'ensemble du groupe. Donc il y a un impact moyen-long terme, court terme, donc ça sera de l'intégration simple, et moyen-long terme, ça va bénéficier du renforcement du groupe. Je l'ai dit, et je le redis, je ne suis pas là pour vous raconter des histoires. C'est évident
L'année dernière fois, on a beaucoup parlé du marché français et on pourra en reparler, et je suis prêt à vous en reparler. C'est évident qu'il y a le cadre global, il y a le dynamisme global. Cela n'immunise pas contre le quotidien. Il y a le quotidien, il y a les commandes à gagner de manière quotidienne, il ne faut pas avoir... Et moi, je me refuse à tout manichéisme. Je suis extrêmement favorable à cette opération. Je trouve que c'est vraiment la création d'un leader européen et c'est une chance unique. Néanmoins, ce n'est pas pour ça que dans la vie quotidienne aujourd'hui, on va avoir nos défis tous les jours dans nos sites. Vous connaissez bien nos sites, à Belfort, à Reichshofen, etc. Il y a des enjeux. Et c'est-à-dire demain la vie continue de ce point de vue-là. Mais à moyen long terme, parce que cette transaction aura des effets à moyen long terme, ça vient renforcer nos plateformes de produits, ça vient renforcer nos façons notre pénétration dans le marché. Voilà, j'ai été long. Juste un dernier mot peut-être sur la transaction elle-même, juste pour fixer le calendrier, pour que vous ayez ça en tête. Nous sommes en phase de consultation avec les organismes sociaux. Donc rien n'a été signé, engagé à ce stade. D'abord, il y a, selon toutes les procédures, l'infoconsulte, comme on appelle ça. Ça dure 4 mois. Ensuite, nous pourrons, une fois que nous avons l'avis des organisations représentatives du personnel, nous pouvons signer l'accord. Ensuite vient les discussions avec la Commission européenne qui vont être longues parce que c'est un dossier compliqué, un dossier d'établissement d'un champion européen. Et donc, comme tout champion européen, il occupe de l'espace. Et donc, la Commission européenne sera attentive à ce que cet espace ne soit pas trop grand. Bon. Et donc, il va y avoir des discussions. Ça va prendre au moins 6 mois. C'est les processus de la Commission. Vous connaissez bien ça. Et puis, l'opération ne pourra se faire que, minimum dans 1 an, en pratique. Et là aussi, je ne suis pas là pour vous raconter des sornettes, ça va se faire dans au moins 1 an. C'est pour dire que j'aurai le plaisir de pouvoir revenir, parce que si je viens tous les 6 mois, voilà. Donc voilà, écoutez, voilà en 2 mots, et maintenant je suis bien sûr à votre disposition pour les questions. Merci Monsieur le Président. Alors il y a beaucoup d'inscrits sur les questions, donc je vais utiliser le processus qui était utilisé par mon prédécesseur, c'est-à-dire que je vais faire intervenir le Président Moret quelques minutes et ensuite vous aurez chacun 2 minutes. Et je vous demande de respecter votre calendrier. On fera toutes les questions, si vous voulez bien, Monsieur le Président, et vous pourrez répondre de façon globale à la fin. Monsieur le Président Moret. Merci Madame la Présidente de m'avoir permis de venir à cette audition. Je préside effectivement la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qui est compétente sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, comme les infrastructures et la mobilité. Donc j'aurai peut-être l'occasion de vous inviter devant l'ensemble de la Commission pour parler plus spécifiquement de ces points. Mais aujourd'hui, je voulais quand même vous poser un certain nombre de questions. Vous savez qu'au Sénat, nous avons très tôt alerté le précédent gouvernement sur l'avenir de la filière ferroviaire, bien avant la crise relative au site de Belfort qui a éclaté à l'automne 2016 avec les solutions qu'à l'époque on avait jugées très contestables et qui heureusement n'ont pas été jusqu'au bout quand il s'agissait d'acheter des TGV pour les mettre sur des lignes TET. Et nous avons été étonnés finalement de découvrir quelques mois après qu'Alstom avait plutôt eu d'excellents résultats, ce qui a conduit un certain nombre d'entre nous à se demander si le dossier avait été si bien géré que cela, et peut-être que vous pourrez nous donner quelques éléments sur ce point. Par rapport à la fusion que vous avez évoquée, moi j'ai 3 questions que je voudrais vous poser. D'abord, est-ce qu'elle va vous permettre de garder des marges de manœuvre pour que vous ayez toujours un véritable leadership dans l'industrie ferroviaire? C'est un sujet important. Deuxième question, qu'en est-il de l'impact de cette alliance sur le projet de TGV du futur sur lequel vous travaillez et que vous développez avec la SNCF? Et troisième et dernière question, comme quoi Madame la Présidente, je sais être bref. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à développer, notamment à l'export, des partenariats avec d'autres acteurs français tels que RATP Dev ou Keolis? Merci Monsieur le Président. La parole est à Alain Chatillon, puis à Martial Bourquin. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je m'interroge sur un point particulier, faisant le rapport de l'agence, le rapport spécial de l'Agence des participations de l'État chaque année. J'avais donc rencontré, comme je le fais chaque année, le directeur de l'APE concernant sur les années 2014-2015.
Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que nous avons vendu pour 12 milliards et demi l'activité électrique au groupe américain, mais j'ignorais que Siemens avait été candidat à l'époque. Comment se fait-il que, quand on a une stratégie, pour être chef d'entreprise ou l'avoir été pendant 38 ans, on a une stratégie en général à 5-10 ans, comment se fait-il qu'à l'époque, on n'ait pas souhaité, dans le cadre d'un développement intelligent, fusionner avec Siemens, ce qui nous aurait permis aujourd'hui d'avoir une position totalement égalitaire en capital dès l'instant où on aurait conservé la partie électrique avec eux? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est le maintien des emplois sur les sites. Vous avez évoqué, effectivement, et on l'a vu, sur la marge brute d'autofinancement, les résultats depuis 3 ans sont positifs. Les résultats en recherche, les actifs en recherche-développement autour de 780 millions d'euros chaque année, ce qui est très bien. Ma question, c'est est-ce que cela va se faire et est-ce qu'on va maintenir les emplois à 5-10 ans sur notre territoire? Quand je regarde le capital aujourd'hui, je vois 50% Alstom, je vois 28% qui doit devenir 15% pour la partie de l'actionnaire aujourd'hui, Bouygues. Quid du reste? Donc l'égalité, même s'il y a une gestion française, je ne vois pas comment nous resterons à égalité s'il n'y a pas une participation beaucoup plus forte. Et j'en reviens à ma première question. Pourquoi n'a-t-on pas fait cela à l'époque de façon intelligente? Merci Alain Châtillon. Martial Bourquin, et ensuite la parole sera à Henri Cabanel. Merci Madame la Présidente. La vraie question, Monsieur le Directeur Général, c'est les conditions dans lesquelles se met en place cette fusion. C'est cela qui nous intéresse profondément, mais parce qu'on a de nombreux sites et de nombreux salariés concernés. Et je me rappelle quand vous êtes venu nous présenter la cession de la branche énergie à General Electric, vous nous aviez dit qu'il y avait des sécurités. Bon, les sécurités, ils ne marchent pas trop bien. Hein, ils ne marchent pas bien du tout, ces sécurités. Y compris, il doit y avoir une cogestion entre vous et General Electric des activités cédées. Elle n'a pas eu lieu, cette cogestion. Et aujourd'hui, le site de Grenoble est en grève. Il semblerait qu'on perde 350 emplois, alors qu'on nous en avait promis 1000 nouveaux. Il faut se le rappeler, tout ça, parce que si on ne se le rappelle pas, on se dit, bah tiens, faut regarder en arrière. Et pourquoi ne pas faire un EADS du ferroviaire? Un vrai EADS du ferroviaire. Un groupe européen, ça nous intéresse. Mais dans les conditions qui doivent être capitalistiques, qui doivent être mises en place et qui sécurisent un peu les choses. 2 entreprises, 2 grandes entreprises, mais 2 États. Et une entrée au capital de l'État français, pourquoi pas? On a la possibilité, en rachetant, d'ici le 17 octobre, les actions Bouygues, pour sécuriser tout cela. Vous ne l'avez pas dit, mais Siemens sera majoritaire. Alain Châtillon vient de le dire, sera très largement majoritaire dans cette fusion. Pourquoi ne pas contrecarrer et défendre nos intérêts? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas européen, au contraire. Pour être européen, regardez ce qui se fait avec l'aviation, eh bien nous sommes arrivés à quelque chose. Une question sur Belfort, je termine, sur Belfort. J'ai vu que dans l'accord, il n'y avait pas de garantie sur Belfort pour les sites sous-chargés. Il y aurait la possibilité de supprimer des emplois. Et enfin, excusez-moi, j'ai vu que Trian Fund allait certainement, un fonds de pension américain, prendre des actions et voire même racheter la branche énergie. Est-ce que les actions Bouygues rachetées ne nous permettraient pas de reprendre un droit de regard sur, y compris, la branche énergie? Merci Martial. La parole est à Henri Cabanel, puis à Daniel Laurent. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président directeur général. J'ai bien compris dans vos propos que vous étiez forcément favorable à cette fusion. Mais mon interrogation, comme celle de la Présidente dans
les propos liminaires qu'elle a eus après, c'est sur le maintien de l'emploi et des sites. Il est évident que vous êtes engagé à ce que pendant 4 ans, ni les emplois ni les sites ne seront inquiétés. Et plus précisément, donc, dans les propos du ministre, M. Le Maire, qu'il a eu la semaine dernière devant la commission de l'Assemblée nationale, que le niveau global en France et en Allemagne sera maintenu. Vous avez d'ailleurs confirmé ces déclarations dans la presse. Mais que veut dire le terme global? Ça peut signifier des fluctuations et éventuellement des fluctuations en France, y compris à la baisse. Le réalisme est aussi de concevoir que les Allemands privilégieront, puisqu'ils ont la main, les emplois et les sites en Allemagne. Donc, quelle garantie pouvez-vous nous apporter sur ce sujet-là? Et que pouvez-vous dire aux salariés qui, face à cette opération, sont fondés de se dire que la seule qualité de leur travail, à tous les échelons, n'est pas une garantie suffisante pour que l'entreprise maintienne son niveau d'emploi, mais que des critères de rentabilité financière risquent de constituer un couperet après ces 4 années. Pardon, Daniel Laurent, puis la parole sera à Fabienne Keller. Oui, Monsieur le Président, vous citiez le site de La Rochelle tout à l'heure, donc je suis sénateur de Charente-Maritime, donc je connais parfaitement le site de La Rochelle avec son directeur François Papin. Nous nous rencontrons de temps en temps pour justement prendre la température de ce site industriel important qui représente 1300 emplois sur notre territoire et qui fait travailler de nombreuses entreprises sous-traitantes autour de La Rochelle. Alors c'est vrai qu'il faut un leader européen du ferroviaire, et ça je crois que nous en sommes tous conscients, pour lutter contre la concurrence chinoise en l'occurrence, et cela pour nous ne fait aucun doute. Mais l'idée d'une coopération industrielle équilibrée, moi j'y souscris totalement. Je crois que c'est une bonne chose qu'on ait un groupe fort, consistant, qui soit européen, et avec Siemens, pourquoi pas. En revanche, ça a été dit tout à l'heure et on se répète, mais malheureusement c'est la véritable inquiétude. On sait très bien que Siemens va être l'actionnaire majoritaire, et ça c'est un point sur lequel il faut que nous soyons vigilants. Moi, je vois à La Rochelle, le carnet de commandes, et vous le disiez très justement, est rempli jusqu'en 2020. Hein. Donc, il n'y a pas de souci jusqu'en 2020. Après, on ne sait pas. Et je crois que sur nos sites, sachant que nous sommes dans l'ère de la rationalisation, nous sommes dans l'ère de la modernisation des sites. Donc, on peut très bien regrouper des sites, on peut toujours fermer des sites. Et l'histoire de Belfort en est un exemple. Hein. Donc je crois qu'il est important, Monsieur le Président, que sur les sites eux-mêmes d'abord, vous informiez bien les salariés et les cadres pour qu'ils soient vraiment partenaires à part entière de vos décisions. Je crois que ça c'est important pour assurer les élus en même temps et tous les gens qui sont autour. Et puis surtout établir peut-être un projet d'avenir sur les sites. Ça serait peut-être une bonne chose pour pérenniser cet accord. Merci Daniel. La parole est à Fabienne Keller, puis à Dominique Estrosi. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, je crois qu'on est nombreux ici à pouvoir témoigner, comme Daniel Laurent vient de le faire, du remarquable savoir-faire industriel de vos sites. Mais on est tous frappés aussi par le fait que ces sites, ils ont évolué. Vous avez investi, notamment dans les technologies plus avancées, le numérique que vous évoquiez, une nouvelle efficacité aussi, hein, avec des exigences de prix de revient sans cesse abaissés. Comme mes collègues, je voudrais vous demander, Monsieur le Président, quel avenir pour les sites de production en France, et évidemment en particulier pour Reichshofen, qui est dans le Bas-Rhin. Chacun défend son territoire, donc voilà, sans vouloir prendre la parole à mes collègues, mais je crois qu'on pourrait dire pour les 11 sites, c'est ça, je crois, on pourrait 11 ou 12, sur lesquels nous avons tous entendu des bruits de restructuration. Donc voilà, si vous pouvez nous donner une image globale et surtout une vision sur les investissements qu'ensemble, désormais, vous pouvez nous assurer.
Deuxième question. Cela a été évoqué, l'État se retire puisqu'il n'utilise pas l'option, échéance dans quelques jours du rachat des titres de Bouygues. On est sur une activité très cyclique. Vous avez de la chance à La Rochelle. À Reichshofen, on a failli avoir un plan jusqu'en 2018 et 2 commandes sont venues remplir le carnet pour 2019, mais on est quand même dans une activité très cyclique. Est-ce que le retrait de l'État, comment l'analysez-vous? Est-ce que c'est pour vous un affaiblissement? Et de l'autre côté, l'État investisseur, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur la visibilité des commandes? Parce qu'on est par ailleurs tous demandeurs d'amélioration du confort sur nos lignes de transport. Je vous remercie. Merci Fabienne, Dominique Estrosi, puis Cécile Cukierman. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, une question sur le management du groupe. Il va vous falloir marier 2 cultures. Alstom a une culture et un fonctionnement plutôt décentralisé, ce qui n'est pas le cas de Siemens. Alors comment vous allez réussir à parler le même langage? Comment avoir une vision du futur sur ce projet et comment y parvenir? Ensuite, sur les inquiétudes qui sont suscitées, vous avez annoncé dans la presse que la France gardera le centre de décision du groupe. Mais est-ce qu'on ne peut pas être inquiet pensant que l'Allemagne gardera les emplois et que la France gardera le centre de décision du groupe? Et puis le ministre de l'économie, la semaine dernière, pour rassurer les députés quelque peu inquiets par cette fusion, a annoncé qu'il y aurait un comité de suivi qu'il présiderait lui-même avec son homologue allemand pour garantir le respect des engagements de Siemens vis-à-vis d'Alstom et vis-à-vis de l'État français. Comment vous voyez les choses concrètement? Comment ça peut se mettre en œuvre? Comment travailler avec Alstom et avec Siemens? Comment aussi faire en sorte que, est-ce que vous allez accepter ce contrôle de l'État et quel sera le calendrier, si d'ores et déjà vous le connaissez un petit peu? Merci Dominique. La parole est à Cécile Cukierman, puis à Cédric Perrin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le PDG, tout d'abord une remarque, mais je crois que ça a été dit, ce n'est pas une question nouvelle que l'avenir de la filière ferroviaire dans notre pays. Et déjà en 2011, en préparant cette audition, je relisais le rapport qu'avait fait alors Alain Bocquet, député, sur la situation de l'industrie ferroviaire, production de matériel roulant, voyageurs et fret. Et il était à l'époque question, et cela nous fait écho bien évidemment avec le rapprochement entre Alstom et Siemens, du fait que le secteur de la sous-traitance connaît souvent des difficultés dans ses relations avec les grands donneurs d'ordre, faisant planer la menace de trouver à l'étranger d'autres partenaires. Si ce contexte n'est pas spécifique à cette industrie, force est de constater que l'internalisation du marché ferroviaire fait courir à des pans entiers du secteur le risque des délocalisations. À cet égard, la problématique du transfert des technologies s'inscrit également au cœur du devenir de la filière française, mais aussi européenne. Nous savons aujourd'hui qu'en France, ce sont plus de 8500 emplois directs chez Alstom et 500 chez Siemens. Et je crois qu'il faut rappeler, cela a été fait, bien évidemment, la présence sur de nombreux sites, 12 sites, et également plusieurs centaines de sous-traitants. Et on évalue à peu près à 32 800 salariés qui sont aujourd'hui dans ces entreprises de la sous-traitance. Dès lors, j'aurais 2 questions à vous poser. Dans le contexte de fusion, qu'adviendra-t-il du travail des sous-traitants français si demain ils n'ont affaire qu'à un seul groupe détenu en majorité par des capitaux allemands? Et deuxième question, mais ça a été déjà évoqué par d'autres collègues, plutôt qu'un rachat comme il a été acté, est-ce que la constitution d'un Airbus du rail, alors chacun l'appelle différemment, mais je crois qu'on voit tous, et en tout cas on y définit tous le même objectif, ne permettrait pas de concilier justement 2 objectifs, celui de construire une filière ferroviaire européenne qui est indispensable, capable de concurrencer la Chine et les États-Unis, et celui bien évidemment d'éviter les monopoles industriels. Merci Cécile. Cédric Perrin, puis Guillaume Gontard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites par mes collègues et je ne voudrais pas faire de redites, mais il est évident que le traumatisme que nous avons vécu l'an dernier à Belfort n'est pas si loin que ça. Ça a été des moments douloureux pour les habitants, pour les élus et pour évidemment les salariés du site.
une longue bataille avec un certain nombre d'engagements qui ont été pris à ce moment-là, et par l'État, et par les collectivités, et par Alstom. Et la dernière réunion du comité de suivi local a démontré qu'un certain nombre d'engagements restaient encore à mettre en place. Les collectivités ont tenu l'intégralité de leurs engagements au jour d'aujourd'hui. L'État reste encore sur un certain nombre de commandes à travailler sérieusement. Pour ce qui concerne Alstom, cette annonce nouvelle de la fusion avec Siemens, évidemment, a été perçue avec beaucoup d'inquiétude. Je me garderai bien de porter aujourd'hui un jugement sur cette affaire, puisque aujourd'hui on commence à découvrir les choses, et que même si, comme un certain nombre de mes collègues qui se sont exprimés avant, je pense qu'il était sans doute nécessaire d'avoir à construire un géant à l'échelle européenne pour lutter efficacement contre nos concurrents chinois notamment. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si dans le cadre de la fusion telle que vous allez la préparer maintenant, dans l'année qui vient, les engagements qui ont été ceux d'Alstom concernant les investissements d'avenir, notamment sur le site de Belfort, concernant les modernisations qui étaient prévues, il y avait 30 millions sur les locomotives hybrides, sur 5 millions sur la modernisation du site pour la diversification. Si ces engagements sont évidemment toujours d'actualité, parce qu'ils sont importants pour nous, et évidemment la vision que l'on a, qui consiste à dire que l'emploi est maintenu pendant 4 ans, est une vision très court-termiste, qui nécessitera qu'il y ait de nouvelles commandes. Peut-être pourrez-vous nous en dire davantage, mais moi ma question porte essentiellement sur les investissements prévus et que nous attendons toujours. Merci Cédric. La parole est à Guillaume Gontard, puis à Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, le projet de fusion que vous nous présentez aujourd'hui nous inquiète particulièrement. On nous présente la constitution d'un champion européen à l'image d'Airbus, à même de rivaliser avec la concurrence chinoise et américaine. Mais loin du consortium industriel européen qui avait donné naissance à Airbus, le projet actuel ressemble plus au rachat d'une industrie en difficulté par l'un de ses principaux concurrents. En effet, les garanties en termes de préservation de l'emploi et de gouvernance partagée ne sont acquises que pour les 4 prochaines années. Au-delà de cette échéance, et compte tenu du désengagement assumé de l'État, c'est l'existence même d'Alstom qui est en question. Cette inquiétude est renforcée par les précédents. La vente à la découpe progressive d'Alstom a déjà entraîné la disparition d'Alcatel. Plus récemment, la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, qui nous alerte en premier lieu. Le seul objectif du géant américain est de maximiser ses profits en ne conservant que les sites industriels les plus rentables. Ainsi, contrairement à ses engagements de 2015, General Electric a annoncé en 2016 la suppression de 6 500 emplois en Europe, dont 765 en France. Dans mon département à Grenoble, c'est l'entreprise General Electric Hydro, l'un des leaders mondiaux d'électricité, qui est menacé de disparition. J'étais à l'instant avec les salariés. Un plan de restructuration menace 345 des 800 emplois du site, et c'est la pérennité de l'activité qui est menacée. Pourtant, l'hydroélectricité est la deuxième source de production électrique dans notre pays et un enjeu absolument crucial pour engager la transition énergétique voulue par tous. Perdre ce savoir-faire centenaire serait catastrophique pour la France, et cela, General Electric n'en a cure. Ainsi, conscient de l'importance vitale du ferroviaire dans le processus de décarbonisation de nos modes de transport, je vous pose la question. La fusion avec Alstom est-elle un véritable projet industriel à dimension européenne, ou l'étape finale de la désintégration d'Alstom, à l'heure où la France a pourtant un besoin vital d'orienter sa politique industrielle vers les besoins de la transition énergétique? Merci. Merci Guillaume. La parole est donc à Daniel Grémillet, et ensuite à Michel Gréaume. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, 4 ans, effectivement, c'est le pas de temps nécessaire à une structuration digne de ce nom dans la dimension économique que ce groupe représente. Donc en clair, ce que je veux dire, c'est que les engagements sur la structuration, il n'y en a pas, parce que finalement, c'est le pas de temps. Je vais être très bref, parce qu'il y a 2 sujets, production comme sous-traitance, qui ont été évoqués par des collègues. Mais je voudrais insister, Monsieur le Président, la France a besoin de garder des outils industriels de production. Donc effectivement, on sait tous aujourd'hui que les conditions de production en Allemagne sont peut-être plus favorables, plus attirantes, plus compétitives. Donc on a besoin d'être rassuré sur cet aspect des choses. Il y a un dernier point que je voulais évoquer, qui consiste, vous avez beaucoup insisté, je partage cet enjeu futur, sur les enjeux du numérique. Et vous nous avez fait comprendre que Siemens était peut-être un peu plus avancé que nous. Donc ma question, elle est simple. Est-ce qu'avez-vous déjà une idée des développements industriels, pas du savoir, j'ai compris que des cerveaux, on en aurait quelques-uns en France,
mais de la production sur les enjeux du numérique du futur. Merci Daniel. Michel Gréaume, la parole est à vous. Et ensuite Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. En qualité de sénatrice du Nord et particulièrement du Valenciennois, berceau du ferroviaire français, je vous avoue que je suis très attentive et inquiète. Néanmoins, des interrogations persistent. Quelles sont les garanties au-delà de 4 ans pour l'emploi et le maintien des différents sites ? Que signifie exactement 470 millions d'euros annuels au titre des synergies inscrits dans le protocole d'accord? Quelles sont les garanties pour les sous-traitants et les emplois indirects d'ici 4 ans et au-delà? Quels sont les sites doublons entre Siemens et Alstom en Europe? Quelles conséquences cette fusion peut-elle avoir sur Bombardier et ses 2000 emplois à Crespin dans le Nord? Et pour terminer, et suite à toutes ces inquiétudes, je demande que la commission d'enquête demandée à l'Assemblée nationale par le député Fabien Roussel, député du Nord, soit retenue. Merci. Merci Michel. La parole est à Fabien Gay, puis à Valérie Létard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, cette fusion-absorption par Siemens d'Alstom s'inscrit dans la mise en œuvre systématique d'orientation politique des industries stratégiques que sont l'aérospatiale, la navale, l'armement terrestre, l'énergie, les télécommunications et maintenant le ferroviaire. Cette stratégie a été mise en œuvre minutieusement par Emmanuel Macron dès son accession au ministère de l'économie et de l'industrie en août 2014, avec le projet de créer un système global de sécurité européen intégré à l'OTAN, avec comme matrice un puissant complexe militaro-industriel essentiellement privé. Je ne referai pas les exemples, il y en a 7. Le plus connu, c'est la branche énergie d'Alstom à General Electric, que vous connaissez bien. À chaque fois, ce sont les mêmes éléments de langage pour faire accepter ces opérations aux salariés, aux élus et à l'ensemble de la population. On entend ainsi qu'il faut constituer des champions ayant la taille critique pour affronter la concurrence mondialisée, ou encore construire un Airbus 2 regroupant des compétences ou des implantations géographiques complémentaires. Vous indiquiez ce matin à l'Assemblée nationale ne pas partager l'expression d'Airbus pour ce projet de fusion-absorption de Siemens par Alstom, et je ne peux être que d'accord avec vous. Le projet d'Airbus, on en a parlé tout à l'heure, n'est pas une fusion-absorption, mais c'était bien un projet soutenu par des États via le système des avances remboursables à partir d'un projet de coopération inter-entreprise pour créer ce qui allait advenir de l'A300. Nous sommes inquiets car à chaque fois ces opérations d'absorption ont conduit soit un pillage en règle des brevets, fruit du travail des salariés et de l'argent public investi, soit de destruction d'emplois, soit de fermeture de sites, soit de démantèlement industriel de l'entreprise et de son tissu d'équipementiers ou de sous-traitants, soit à la vente à la découpe de diverses activités. J'ai maintenant 4 questions précises, Monsieur le Président. Rapidement, car vous votre parlez temps est écoulé. Je vais super vite. Vous parlez d'un mariage entre égaux, mais quels sont les éléments que vous pouvez nous donner pour affirmer cela quand on sait que Siemens aura la majorité dans le conseil d'administration ? Comment garantir les 8 500 emplois directs et les 32 800 indirects? J'ai entendu ce matin que vous ne pouvez rien garantir après 4 ans. Ouais. Je finis la deuxième question et je ferai grâce des 2 dernières. Merci. Mais 4 ans dans le ferroviaire, c'est court, vous le savez, car entre les prises de commande et la livraison, il se passe souvent 10 ans. Donc, en tant que président directeur général, pouvez-vous nous en dire plus sur le carnet de commandes et sur votre vision à long terme? Je finis. Bon, c'est de la gourmandise. Allez-y. C'est ma première. C'est la première. C'est l'indulgence de la première. Voilà. Allez-y. Ce matin, BFM Business affirme que ce mariage pourrait générer entre 2 000 à 3 000 suppressions de postes et que les 470 millions d'euros de synergie seront réalisés sur les baisses d'effectifs. Confirmez-vous ou infirmez-vous cette information? Et enfin, êtes-vous d'accord pour que l'État ne lève pas l'option d'achat des options détenues par Bouygues avant le 17 octobre prochain? Merci, chers collègues. Et donc à Valérie Létard, puis à Viviane Artigas. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Poupart-Lafarge, vous dire bien sûr qu'on est quand même sensible au fait que vous veniez répondre à nos multiples questions et légitimes évidemment,
redire comme mes collègues, mais c'est important, d'abord de remarquer que l'expression Airbus du rail utilisée par le gouvernement n'a pas été reprise par les entreprises, et pour cause, puisque dans le vrai Airbus, l'État français est resté au capital au même niveau que les Allemands, alors qu'il ne s'invitera pas dans celui de Siemens-Alstom, et c'est quand même une sacrée différence. On le comprend. Et la question, effectivement, qui vient d'être évoquée par les différents bancs de cette salle est tout à fait légitime et nous sommes vraiment sensibles parce qu'on sait que ça passera par là et en tout cas que la pérennité et la garantie nécessaire de l'État est essentielle. Et ce n'est pas un strapontin, c'est garantir par la présence de l'État la continuité de l'activité d'Alstom et de ses sites de production. La question qui se pose particulièrement dans le Nord, ma collègue l'a évoqué, pour nous, vous le savez, sur les commandes qui sont passées ici au niveau national, le site de Petite-Forêt, qui compte 1200 salariés, ce n'est pas anodin, a souvent travaillé sur des réponses communes avec Bombardier. Beaucoup du carnet de commandes est rempli dans notre territoire grâce à ces alliances intelligentes. Que deviendra-t-il demain de ces deux sites une fois dissociés? Comment ce fameux Airbus du rail pourra peut-être embarquer demain d'autres partenaires de ce type-là dans une logique intelligente d'être fort et d'éviter peut-être que ces partenaires présents sur le territoire national n'aient envie de s'associer avec d'autres au détriment de cette belle alliance Siemens-Alstom. Bref, je pose des questions qui ne sont peut-être pas politiquement correctes aujourd'hui, mais qui me paraissent essentielles pour l'avenir si on veut véritablement demain avoir une force d'acteurs présents sur le territoire qui ne soient pas des failles, mais restent des forces et des partenaires pour garder effectivement des marchés et se développer à l'extérieur. Et autorisez-moi, monsieur, juste de dire un mot quand même. Un demi-mot. 4 ans. Avec quand même, en fonction des plans de charge, la possibilité de ne pas respecter ces 4 ans. Donc quoi avant et quoi après les 4 ans? Vous ne pouvez pas donner trop de précisions, mais quand même, nos sites de production, on l'a vécu avec Vallourec, il ne faut pas qu'effectivement ils se déportent en Allemagne. Merci Valérie. La parole est à Viviane Artigalas et enfin Laurent Duplomb pour terminer cette série de questions. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Directeur Général, je suis sénatrice des Hautes-Pyrénées. Le site Alstom Transport de Séméac-Tarbes dans les Hautes-Pyrénées emploie près de 630 salariés, dont 300 ingénieurs et cadres. Ce site est le centre mondial d'excellence d'Alstom Transport pour les systèmes de traction, pour les modules de puissance et les appareillages. Ce site, vous le comprenez bien, est très important pour mon département au niveau du maintien d'une activité industrielle qui était quand même l'activité principale de ce département, de pointe, une activité industrielle de pointe, mais aussi de l'emploi. L'accord de fusion d'Alstom-Siemens stipule qu'aucune suppression de poste ni aucune fermeture de site ne pourra avoir lieu pendant 4 ans. Mais ensuite, que va-t-il arriver? Cette absence de visibilité inquiète les salariés du site des Hautes-Pyrénées et vous le comprendrez bien. Au sujet de l'engagement de maintien des emplois pendant 4 ans, vous avez dit qu'il sera calculé au niveau national et vous avez rajouté que cela n'excluait pas des ajustements spécifiques et ne vous empêcherait pas de traiter les creux de charge de manière socialement responsable. Pouvez-vous clarifier et expliciter cette déclaration? Merci beaucoup, ma chère collègue. Et donc, Laurent Duplomb qui termine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, moi je comprends très bien les interrogations et je partage les différentes interrogations et les réserves de mes collègues. Maintenant, si on essaye de se positionner sur un côté plus objectif, il faut entendre aussi qu'est-ce qui peut être positif dans cette fusion. Donc moi, ma question, elle sera très simple. Est-ce que vous pouvez nous faire le plan financier en termes d'évolution du résultat que cette fusion peut générer? Quelles seront les évolutions du résultat en termes d'excédent au bout des différentes années et sur combien d'années? Et puis surtout, je voudrais savoir quel sera le plan d'investissement qui sera fait sur les prochaines années, après cette fusion, si elle est positive, et comment se répartiront ce plan d'investissement sur les différents sites entre un partage entre l'Allemagne et la France, et quelles seront nos marges de progrès pour faire, comme vous le disiez, d'Alstom, avec cette fusion avec Siemens, un pôle européen qui puisse être véritablement hyper positif pour notre continent européen. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez fort à faire à répondre à tout cela et aux interrogations, y compris locales, de chacun de mes collègues. Je vous laisse bien sûr la parole.
Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre à tout. M'excuserez si il y en a deux que j'oublie au passage. Il y a eu beaucoup de questions, des questions sur le passé. Je ne vais pas revenir dessus. Juste pour rappeler à Monsieur le Sénateur que non, ce n'était pas moi qui étais là au moment où on a parlé de la vente de Power, parce que je n'étais pas encore dans les fonctions. Donc je pense que ce n'était pas moi, mais qu'importe, c'est un détail. Effectivement, à l'époque... C'était votre prédécesseur. Probablement. À l'époque, il y avait des projets sur l'énergie. La décision a été prise. Il n'y avait pas de projet sur le transport. Hein. Comme je l'ai rappelé, Siemens, à l'époque, n'était intéressé que par la partie matériel roulant et n'avait pas une proposition globale sur la partie digitale qui nous semblait indispensable et qui maintenant est sur la table. Oui, et j'entends les interrogations sur, finalement, Siemens devient l'actionnaire de contrôle du nouveau groupe. C'est vrai. C'est pour ça que je dis c'est vrai. Quel est donc l'équilibre? Et c'est vrai que de ce point de vue-là, chaque structure a sa propre logique et chaque structure a ses propres équilibres. Ici, ce qui a été décidé, encore une fois, moi je considère qu'avoir Siemens comme actionnaire est une bonne chose. Hein, ne nous trompons pas quand même. Il ne faut pas tomber dans la caricature. C'est une bonne chose. L'équilibre qui a été choisi ici, c'est de conserver le siège et donc d'avoir Siemens Mobilité qui, dans un premier temps, est intégré à Alstom. Et donc le siège d'Alstom, alors je reprends, je crois qu'il y a un sénateur de Saint-Ouen, ou vous avez Saint-Ouen dans votre périmètre, vous devriez vous réjouir, parce que le seul territoire qui, le premier jour de la transaction, pour la plupart des territoires, ça ne va pas changer du tout. Le jour sera fait, le lendemain, il ne se passera rien de particulier. Le seul pour lequel il y aura un impact direct, positif, le premier jour, c'est le siège, à Saint-Ouen. Donc vous aurez là maintenant sur votre territoire le siège mondial du leader du transport ferroviaire. Donc vous devriez vous réjouir. Sur, effectivement, quel est l'équilibre? C'est les centres de décision, la société reste en France, cotée en France, avec son siège en France. Et ça vous explique les 4 ans. Je suis d'accord avec vous. Les 4 ans, ce n'est pas un horizon très long. Je ne vais pas vous dire que dans le cadre du ferroviaire, 4 ans est une horizon infinie. Pas du tout. Mais c'est quand même l'horizon de la définition de l'intégration du groupe. Dans 4 ans, et si dans 4 ans, c'est-à-dire dans 5 ans à partir de maintenant, encore une fois, on peut penser que oui, toutes les décisions importantes sur la structuration du nouveau groupe seront prises. Et les centres d'excellence, et notamment les centres d'excellence en France dont vous parlez, Tarbes, Ornans, je peux citer tous les centres d'excellence, Belfort, La Rochelle, Valenciennes, je vais revenir sur tous ces centres donc, sont confortés. Et après, une fois que ces centres et que ces décisions ont été prises dans un équilibre entre une direction, je dis un management, mais une direction basée à Paris et un actionnaire, effectivement, Siemens. L'idée, et là, l'idée que Siemens, dans 10 ans, 5 ans, 6 ans, disent, par nationalisme, par pur nationalisme, je vais fermer Saint-Ouen et le déplacer à Heidelberg. Il faudrait honnêtement qu'il soit tombé sur la tête, parce que quand vous avez... À Saint-Ouen, il y a 2500 personnes. Voilà, on va déplacer 2500 personnes au risque de perdre tous les experts, alors que nous sommes dans un marché en croissance pour lequel la ressource rare, c'est les experts, c'est les ingénieurs systèmes, etc. On ferme Saint-Ouen, tout ça pour faire plaisir à Heidelberg. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Donc moi, je fais effectivement le pari, et c'est ce que je constate dans ma vie professionnelle quotidienne, les décisions sont prises de manière rationnelle, en fonction effectivement de l'expertise, des compétences, de la compétitivité des différents sites, oui, mais pas pour des questions nationales. J'ajoute d'ailleurs, parce que j'insisterai jamais autant sur cette question du siège. Moi, quand j'ai commencé, il y a beaucoup d'amoureux d'Alstom dans la salle, j'en suis également, et j'ai commencé il y a 20 ans ma carrière chez Alstom. On dit toujours Alstom, français, etc. Moi, quand j'ai commencé ma carrière chez Alstom, ce n'était pas français.
C'était GEC Alstom, c'était franco-anglais, il y avait un management qui était franco-anglais, il y avait des Anglais, des Français, etc. Si GEC Alstom, au moment où GEC et Alcatel ont vendu leur participation, est devenu, et d'ailleurs est resté, je suis sûr, dans l'esprit de beaucoup de gens, ça n'a jamais quitté je dirais, la France. C'est bien précisément parce que le siège était en France. Si, imaginez une seconde, puisque vous aimez bien regarder le passé, qu'il y ait, il y a 20 ans, au moment de GEC Alstom, le siège avait été mis en Angleterre. En l'occurrence, ça a été fondé il y a 30 ans, en 1988, et puis ça a été séparé en 1998. Je suis arrivé dans l'intervalle entre les deux. Le siège a été mis à Londres. C'était une possibilité, tout à fait, par le GEC Alstom. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le siège d'Alstom serait à Londres et qu'Alstom serait vu par tout le monde comme une entreprise anglaise. Donc il ne faut pas négliger la localisation des centres de décision opérationnels qui sont ceux qui prennent les décisions quotidiennes sur les sites. L'actionnaire est important, mais l'actionnaire ne prend pas les décisions quotidiennes sur l'allocation des différents sites. Donc je comprends les inquiétudes, je comprends la discussion, je ne refuse pas la discussion, je pense qu'elle est plus équilibrée que cela. Et de ce point de vue-là, par rapport à l'Airbus, je pense, je ne veux pas revenir sur les présences de l'État, etc. Je ne veux pas juger ce qui se passe chez Airbus. Je trouve néanmoins que pour une bonne gestion d'entreprise, il vaut mieux avoir une gestion unifiée. Il ne vaut mieux pas compter tous les jours combien il y a d'Allemands, d'Italiens, d'Espagnols à tous les étages. Je vous prends un exemple. Siemens, par exemple, puisque si vous voyez Siemens comme l'allemand. Bon. Il se trouve qu'il y a 2 dirigeants à Siemens Transport. Il y en a un qui dirige la partie matériel roulant, l'un qui dirige la partie signalisation. La personne qui dirige la partie matériel roulant, c'est-à-dire plus la moitié de Siemens Transport, c'est une Française. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, penser que Siemens ne raisonne que en faveur des Allemands et pas du reste de l'activité. Aujourd'hui, il y a 8500 employés d'Alstom en France, comme vous l'avez dit, sur 32 000. En Allemagne, Siemens a 11 000 employés chez Siemens Mobilité, sur aussi plus de 30 000. Donc, ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Donc, je comprends que c'est le cœur de certaines inquiétudes. Je crois qu'il faut laisser les choses, et je pense que l'équilibre est dit très différent. C'est pour ça que je refuse d'Airbus. Ce n'est pas le même équilibre. Il ne faut pas plaquer des choses qui ne sont pas plaquables. Mais c'est un autre type d'équilibre et qui me semble tout aussi efficace que celui d'Airbus. J'ajoute pour finir que nous, sur ce sujet-là, nous sommes dans la commande publique. Quelquefois, on reproche à Alstom de vivre que de la commande publique. Ce à quoi, en général, je réponds que je n'ai pas trouvé un seul particulier qui a acheté des trains, et donc, forcément, toute la commande est publique. Oui. Donc, c'est un domaine dans lequel l'État est extrêmement présent. C'est le premier acheteur, et comme je l'ai dit, dans un certain nombre de pays, d'ailleurs, impose des règles de fabrication dans les différents États. Donc oui, je suis favorable à un comité de suivi, mais j'allais dire, vous inquiétez pas que je vais pas dire, c'est peut-être par bonheur ou j'en sais rien, mais en tout cas, je fréquente les couloirs des gouvernements très très régulièrement, parce que les commandes sont des commandes publiques. Et je vais revenir d'ailleurs sur les différents sites et sur leurs défis. Donc il y aura une présence quotidienne de l'État français auprès d'Alstom, et donc il y aura des comités de suivi, mais sans revenir sur l'expression strapondin, je crois que l'État français n'a pas besoin d'avoir des actions au capital de la société pour savoir ce qui s'y passe dedans et pour l'influencer via les grands programmes, via la commande publique, etc. Alors les sites, il y avait pas mal de questions sur les sites français et les différentes plateformes. D'abord sur les plateformes et le chiffre de 470 millions d'euros. Pourquoi être plus gros, pour appeler quelque chose de simple, dans le transport ferroviaire peut apporter des bénéfices, et d'où viennent les 470 millions d'euros? Il y a une partie, c'est tout ce qui est la structure. Donc oui, il y avait 2 directeurs des ressources humaines, il n'y aura plus qu'un seul directeur des ressources humaines. Donc il y a une partie de structure globale qui, encore une fois, va être aidée, vue d'Alstom, par le fait que nous accueillons les équipes de Siemens Mobilité et qu'une partie, je dirais, des personnes qui seraient pas nécessaires à l'ensemble pourraient rester chez Siemens Group, qui est un groupe pour laquelle Siemens Mobilité, c'est une toute petite partie. Hein, c'est 1/10 de Siemens, hein, ce n'est pas le cœur de Siemens. Et donc, il y a là une porosité entre les deux. Donc ça, c'est la première chose.
La seconde chose, c'est toute la stratégie de plateforme. Chez nous, et vous le savez, nos sites ne sont pas très, comme on dit, à haute intensité de capital. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'automobile, nous ne sommes pas dans l'aluminium, dans le papier, etc., avec des énormes investissements de sites. Ce sont c'est des sites essentiellement de montage et d'intégration, pour notamment Reichshofen, Valenciennes, etc. L'important, et je l'ai dit, Siemens, c'est complémentaire. Donc, on ne va pas diminuer notre gamme de produits. L'important, c'est de prendre notre gamme de produits, prendre celle de Siemens, et d'en faire une gamme continue. C'est-à-dire, on continuera à offrir des TGV à La Rochelle à double niveau, qui sont demandés notamment par le marché français, qui ont certaines caractéristiques, notamment très capacitaires, par rapport à des Velaro qui sont peu capacitaires, à un seul niveau, pour des services différents, pour le réseau allemand qui est très différent. On gardera les deux, évidemment. L'intérêt, c'est d'essayer, autant qu'on peut le faire, et c'est un travail quotidien, d'avoir la même plateforme, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes gammes de moteurs, les mêmes gammes d'air conditionné, les mêmes gammes de freins, les mêmes dessins, développement d'engineering. Donc oui, les engineering vont travailler ensemble. Et dans les usines, nous avons beaucoup investi dans le digital des usines. Là également, nous avons investi dans un nouveau logiciel, par exemple, pour faire les câbles, etc., pour tirer les câbles. Quand on l'a fait pour les usines d'Alstom, ce type de process, de câbles, etc., pourra être utilisé dans les usines de Siemens. Donc, le grand des économies, c'est une question de fabriquer, développer les trains de la même manière et avec les mêmes composants de base dans une usine et dans l'autre. C'est déjà ce que nous faisons entre l'Italie, la France. Encore une fois, aujourd'hui, il y a des sites en France, Alstom a aussi des sites en Italie, récemment, je trouve qu'il y avait une inauguration en Italie. Le ministre italien des Transports est extrêmement content du site d'Alstom en Italie, parce qu'en Italie, nous développons le site en Italie pour le marché italien qui a ses propres gammes, le Pendolino qui marche très bien, etc., etc. Mais progressivement, oui, nous uniformisons les méthodes de développement. Ça a un grand, et je vais revenir maintenant au site français, ça a un grand avantage, cette uniformisation des façons de développer les trains. C'est la moyennisation de nos charges. Nous avons, le problème que nous avons en France, et vous le savez, là j'avais eu l'occasion d'en parler en mois de février, surtout dans les sites intégrateurs, c'est que ce sont des petits sites. C'est-à-dire des sites qui sont effectivement sujets à des fluctuations de charges importantes parce qu'ils sont sur peu de gamme de produits. C'est d'ailleurs différent des sites de Siemens en Allemagne qui sont moins nombreux et plus gros. Dans nos sites, qu'est-ce que ça fait ? Ça introduit le fait que dès que vous avez une baisse de charge, c'est un drame pour le site. Réellement un drame. Et Belfort, dont on a parlé sur l'année dernière, je fais une parenthèse, bien évidemment, Alstom continue à tenir les engagements qu'il avait tenus. Encore une fois, Alstom reste et continue à tenir les engagements. Et nous aurons l'occasion, je crois, le 20 octobre, d'en parler à Belfort. C'est vrai que c'est un drame. Comment le traiter de manière, il y a la question comment le traiter de manière socialement responsable. L'exemple, c'est celui de Valenciennes. En un mot, mais puisque vous connaissez tout ça très bien, à Valenciennes, nous sommes au milieu d'une situation très, très difficile, puisque entre le RER A et le RER E, il y a un trou de production. Entre le MP05, c'est-à-dire le métro-pneu de 2005, et MP14, le métro-pneu de 2014, il y a un trou de production. Donc à Valenciennes, en l'occurrence, les ateliers sont très vides. Et puis, ils vont devenir... Excusez-moi ? Et ils vont devenir extrêmement pleins. Donc, c'est une situation assez commune. Encore une fois, sur l'engineering, on arrive à mutualiser et ça bénéficie de l'ensemble du dynamisme d'Alstom. Donc, à Valenciennes, il y a une charge de travail énorme en engineering, comme à La Rochelle, comme dans à peu près tous nos sites en France. En revanche, il y a ce trou de production. Le traiter de manière socialement responsable, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc on envoie, il se trouve que j'y étais récemment, avec Bruno Le Maire, comme vous l'avez peut-être vu, mais j'ai parlé avec les opérateurs. Certains sont allés à La Rochelle, certains sont allés sur d'autres sites, d'autres vont avoir des périodes de chômage technique, ce qui n'est pas facile à vivre, etc. Mais
il faut essayer de vivre le mieux possible ces phases de baisse de production. Alors, petite parenthèse sur Bombardier, et ce qui va illustrer un peu le temps long ferroviaire. Aujourd'hui, je sais qu'on a été interrogé à Valenciennes sur Bombardier. Pour l'instant, je ne pleure pas sur Bombardier, parce qu'il se trouve que si sur un certain nombre de sites, et Valenciennes en particulier, la charge est difficile, Bombardier, eux, ils bénéficient à plein de la NAT, qui est les Transiliens en France, pour lesquels ils produisent énormément, et du Régio de Zen, qui rencontre aussi beaucoup de succès. Alors tout ça était... donc ça, c'est le plan Île-de-France. Dans un certain nombre de vos régions, vous achetez probablement des régions de Zen également. Bon, voilà, c'est les commandes qu'Alstom a perdues il y a peut-être une dizaine d'années de cela, et on voit effectivement des conséquences très fortes aujourd'hui. Quant à l'avenir, on continuera de collaborer avec Bombardier. Ce qu'on fait sur le RER continuera. Si on est passé du RER, on ne collabore pas à chaque fois sur Bombardier. Grand Paris, on est tout seul. Bon. Mais RER A, on était avec eux. RER E, on sera avec eux. S'il y a un RER F plus tard, on sera également avec eux. Donc c'est parce qu'on a des façons de travailler ensemble, etc. Donc la collaboration locale continuera très certainement avec Bombardier. Et puis vous avez la chance, tous les sites ont leurs caractéristiques. Dans le Valenciennois, d'avoir en plus l'agence ferroviaire, il y a le centre d'essai sur lequel on investit beaucoup, etc. Donc la vocation de chacun des sites est là. C'est vrai que je ne vais pas passer les 12 sites principaux en revue. Vous le savez bien, il y a des sites qui sont plutôt des centres de compétences mondiaux, à la fois en engineering et en production, comme à Ornans, comme à Tarbes, qui, eux, bénéficient naturellement du dynamisme du groupe. Pour les sites de production, l'engineering bénéficie du dynamisme du groupe, la production elle-même, c'est vrai, et c'est en ça que je suis franc avec vous. C'est vrai que à La Rochelle, la situation est bonne, mais il faut attendre le TGV du futur pour qu'ensuite, et il y a un risque que se passe comme à Valenciennes, c'est-à-dire un trou de production entre le TGV actuel et le TGV du futur. Donc à chaque fois qu'on change de génération, à Reichshofen, on parle du TET, des nouveaux TET. Donc il y a les TET actuels et puis il y a le nouvel appel d'offres sur les TET. Là aussi, il faut éviter un trou de... D'abord, il faut qu'on gagne l'appel d'offres et puis aussi, il faut éviter un trou de production entre les TET actuels et les TET futurs. Donc comme on a des sites qui sont des sites intégrateurs qui sont plutôt sur un ou deux produits maximum, c'est vrai qu'il y a ce risque permanent d'avoir des trous de production et d'où à gérer le mieux possible. Sur les technologies numériques, les technologies numériques sont réparties dans le territoire. Il y a bien évidemment à Saint-Ouen, si j'espère que le sénateur Saint-Ouen appréciera, il y a un centre de compétences important dans la signalisation. Il y a plus de 1000 personnes dans la signalisation à Saint-Ouen, très important, et dans la signalisation et dans le digital. Il y a évidemment à Villeurbanne un centre important également en électronique et en électronique embarquée. Mais comme vous savez, c'est sur tous les sites que nous travaillons sur la digitalisation du matériel ferroviaire. Comme vous l'avez dit, à Reichshofen, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le Train Lab, c'est-à-dire c'est là où on va analyser les trains en fonctionnement en France. Donc il y a un système digital. À Belfort, on regarde le cockpit. À La Rochelle, on va travailler sur le TGV autonome. Enfin, la partie plus digitale et les différents projets digitaux sont répartis à travers nos différents sites. Il n'y a pas un centre digital particulier. Voilà, on parle de mariage entre égaux, je crois que j'ai répondu. Moi, comme vous, mariage entre égaux, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, si ce n'est une chose simple, c'est que Siemens Mobilité et Alstom Transport ont la même taille. Donc de ce point de vue-là, on est de même type de profil l'un comme l'autre. Les évolutions des résultats, évidemment, tout ça prend du temps à se mettre en œuvre. Donc, il faut qu'on s'intègre. Et là, je reprends je suis très content de la remarque de la sénatrice sur la différence des cultures, parce que c'est la vraie différence entre Alstom et Siemens. Plus qu'un cliché entre les Français, les Allemands, etc. Moi qui ai beaucoup travaillé avec General Electric et donc avec Siemens, je peux vous dire qu'il y a des commonalités qui sont liées à la taille du groupe, autant qu'à la nationalité de la direction. Donc là, c'est vrai que c'est un grand groupe, et c'est vrai que c'est un groupe très centralisé. Alstom est un groupe plus petit et plus décentralisé parce que nous avons voulu, et si on devait faire des plus et des moins, même si c'est extrêmement simplificateur, bien évidemment, Alstom, c'est
plus globalisé que ne l'est Siemens, et Siemens était un peu plus fort, comme je l'ai dit, dans le végétal. Donc c'est vrai qu'un des enjeux de l'intégration, ça va être cette combinaison entre, qu'est-ce que ça veut dire décentraliser, c'est-à-dire que nous donnons le pouvoir à la personne qui est en face du client. Et si le client est à Panama, c'est la personne qui est à Panama qui a le pouvoir. Et ça. Mais pour qu'il ait le pouvoir, pour que c'est un vrai sens économique, il faut aussi qu'il ait les moyens d'assumer ce pouvoir, parce que sinon c'est artificiel. S'il n'a pas de moyens autour de lui, s'il ne peut pas prendre de décision, ça ne sert à rien, et s'il est obligé d'appeler Paris en permanence. Donc ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit, il faut que ça s'accompagne de tout un tas de choses. Donc c'est vrai que dans les premières années, ce mariage des cultures est un des enjeux. Et quand il y a des inquiétudes sur un certain nombre d'intégration, c'est vrai que les intégrations, de temps en temps, échouent sur ce problème culturel. Donc on va s'y atteler, on commencera avant même la finalisation de l'opération, parce que c'est des choses dont on peut parler ensemble pour bien comprendre comment les uns et les autres fonctionnent, comment les décisions sont prises dans les deux groupes. Et encore une fois, je suis content de la question, je trouve que c'est plus ça que l'aspect, il y a des groupes allemands qui sont très décentralisés, des groupes allemands qui sont très centralisés, des groupes français très centralisés, très décentralisés. Donc c'est plus une question de culture. Il y a la question sur Hydro et sur les aspects power et les aspects hydro. J'en ai pas parlé. Moi, je suis conscient de la situation. Il faut pas. C'est des situations toujours très difficiles. C'est des situations d'aménagement, d'ajustement. On m'en a parlé ce matin. J'étais à l'Assemblée nationale. Je me suis assuré que les délégations vont être reçues à la fois par le ministère, par la direction de General Electric qui est directement en prise avec ces questions-là. Donc je crois que ce n'est pas le forum pour aborder un point aussi précis qu'un plan en cours de discussion, qui plus est. Et je crois que la direction de General Electric et aussi le ministère vont recevoir la délégation. Donc je me suis assuré de ça, puisque il était déjà là ce matin. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur auquel je n'ai pas répondu? Oui, Monsieur le Président. Oui. J'aurais souhaité avoir la réponse à la question que je vous ai posée. Certes, vous n'étiez pas à l'époque PDG, puisque vous êtes intervenu PDG en février 2016, mais comment se fait-il qu'en 2015, on ait refusé ou peu évoqué la possibilité de regrouper Alstom et Siemens? Puisque là, on avait les 12 milliards et demi que nous a payé General Electric, ça permettait sûrement d'avoir un groupe beaucoup plus harmonisé, de maintenir nos activités et d'avoir un groupe équilibré au niveau du capital. Alors, excusez-moi, d'abord parce que j'étais là ou pas là, ça ne change rien, mais ça a été largement évoqué. Enfin, c'était pas... vous vous rappelez... il y a eu une offre de General Electric, il y a eu une offre de Siemens, ça a été évoqué. Non, il y a eu deux ministres successifs, l'un qui était pour et l'autre qui était contre. Ça prouve que ça a été évoqué. Donc, oui, mais ça s'est arrêté là. Après, la décision a été prise. Ce que je peux vous dire pour la partie transport, c'est qu'à l'époque, il n'y avait que la partie matériel roulant. Après, il y a eu des décisions globales qui ont été prises à cette époque-là. Mais on ne peut pas dire que ça a été regardé. Mais ce n'est pas le premier. Il y a eu plusieurs... encore une fois, cette idée de la consolidation dans le transport est là, existait. Vous avez eu des rumeurs sur le rapprochement entre Siemens et Bombardier. Vous dites pourquoi ils n'ont pas fait ça. Il y a eu d'autres. Enfin, il y a eu beaucoup de combinaisons possibles. Il nous a semblé que celle-là était la meilleure pour la partie transport. Voilà. Mais ça, voilà, c'était. Pas... Très rapidement, Fabienne. Oui, Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu sur la question des programmes d'investissement sur les sites. Alors c'est peut-être déjà trop tôt, mais on imagine qu'un groupe qui se construit par fusion de deux groupes existants, voilà, il fait des choix stratégiques, dans quel domaine il investit. Alors évidemment, nous sommes très intéressés par les 12 sites français et donc leur viabilité à long terme. Je vous remercie. Merci, Fabienne. Non, dans l'investissement, effectivement, c'est un peu tôt pour aller dans le détail. Aujourd'hui, les investissements que nous allons faire dans les prochaines années sont des investissements pas tellement physiques. Vous avez vu qu'à Reichshofen, par exemple, il y a eu des gros investissements au moment du lancer des Regiolis, et donc beaucoup d'investissements physiques. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'investissements vont concerner, pour tous ces sites intégrateurs, après je vais parler un peu des produits, mais sur les process de fabrication. En interne, je dis même d'un point de vue mondial, nous avons fait beaucoup d'efforts d'investissement dans les dernières années, comme j'ai dit, en Inde, en Kazakhstan, en Afrique du Sud. Tout ça, c'est à peu près terminé. En revanche, sur tout nous sommes très en retard, et de ce point de vue-là, Siemens était un peu plus en avance quand je parle du digital, sur tout ce qui est robotisation.
Peut-être parce qu'ils avaient des sites plus gros en Allemagne. Donc nous, on commence à robotiser. À Valenciennes, il y a un robot de soudure. Au Creusot, je n'ai pas été interrogé sur le Creusot, mais il y a également un robot de soudure important au Creusot. Donc sur la robotisation des sites, ça c'est très important, ce qui est bien accepté par les équipes. Et j'en parlais justement avec les opérateurs à Valenciennes, parce qu'on peut dire, évidemment, il ne faut pas se leurrer, un robot de soudure, ça diminue le nombre de soudeurs. Néanmoins, ça fait des opérations complexes dont l'ergonomie n'est pas toujours évidente. Donc en réalité, même les opérateurs soudeurs, même si ça peut diminuer le nombre de soudeurs nécessaires, le voient comme quelque chose de positif. Sur les process digitaux, et là aussi, si vous connaissez bien nos sites, vous avez vu apparaître dans les dernières années énormément d'écrans, on appelle ça le MES, qui est le manufacturing. L'idée, c'est d'avoir une chaîne digitale depuis le développement du produit jusqu'à l'atelier. Parce que finalement, beaucoup de ce qu'on fait, au-delà des performances technologiques des trains sur leur performance en fonctionnement, consiste à aider les opérateurs à monter le train. Beaucoup d'opérations sont faites pour que le train se monte plus facilement, plus rapidement, avec une meilleure qualité. Et un des axes, c'est de s'assurer que depuis, alors que dans le passé, il y avait ceux qui développaient, puis ensuite ceux qui industrialisaient, puis ceux qui amenaient ça en atelier, puis l'atelier. En fait, si vous allez dans vos différents sites, vous rentrez, et il y a des écrans, et l'opérateur a directement accès à toute la chaîne, jusqu'à l'opération elle-même. Et donc on a énormément on investit, je dirais, pas des dizaines, ça se compte en plus de 100 à 150 millions d'euros par an dans ces domaines-là. Et donc sur l'aspect fabrication, c'est cela. Sur les aspects produits, on a dans les produits, et par exemple, je ne peux pas détailler tous les sites, mais un des axes, c'est l'axe environnemental. Ça se traduit à Reichshofen, par exemple, sur le fameux TER hybride. Donc nous allons proposer aux régions, on profite, d'échanger un certain nombre de leurs régiolis pour retirer des packs diesel et remplacer ça par des batteries. Donc ça fait partie des axes de développement environnementaux. De la même manière que nous avons lancé un train à hydrogène, là aussi, ça sera surtout pour les trains régionaux, mais ça peut être aussi pour les locomotives à Belfort, etc. Nous investissons dans la performance des produits à Tarbes, puisqu'il y avait Tarbes également, sur la partie prochaine génération des tractions, donc la silicon carbide. Donc ça, c'est à travers notamment Shift2Rail en Europe. J'allais dire, il y a un impact, vous qui connaissez bien aussi les systèmes européens, il y a un impact indirect de la création de ce nouveau groupe qui est de tirer l'Europe. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal en Europe, à la fois sur les normes, sur les standards, sur l'innovation. On voit bien avec Shift2Rail. Moi, j'étais le premier supporter de Shift2Rail. Je me suis battu pour que ça existe. Je suis le premier à constater quand même que c'est une grosse machine, difficile à faire bouger, etc. Donc, et ça vient. Et s'il y a un intérêt à Airbus également, c'est d'avoir une locomotive en Europe qui tire l'investissement européen, qui soit vu par la Commission européenne comme étant le grand européen qui va un peu fixer le rythme. Et je crois que de ce point de vue-là, la création du groupe permettra d'aller beaucoup plus vite, y compris dans l'aide et dans le support à l'innovation européen. Donc on a un certain nombre de plans d'innovation. Bon, ce serait un peu long d'aller site par site, mais il y a effectivement un plan. Et je prends le conseil qui est de détailler ça au plus vite dans chacun des sites pour que les gens puissent se projeter dans le nouveau groupe. Ils ont tous eu un petit peu des Reichshofen 2020, Valenciennes 2020, etc. Bon, 2020 arrivant extrêmement vite, il faut qu'on définisse, je ne sais pas si c'est un 2025, mais enfin, il faut définir un horizon un peu plus long. Je le prends absolument. Très bien, Monsieur le Président. Une toute dernière intervention et puis nous en... Oui, merci Madame la Présidente. C'est suite à vos propos, Monsieur le Président. En quoi l'entrée de fonds d'investissement américains au capital sert les intérêts du projet européen que vous venez de nous présenter? Ah non, alors, excusez-moi, là, j'ai pas détaillé, c'est vrai qu'il y a eu des questions là-dessus. Il y a eu peut-être une petite confusion. Le fonds en question, je ne sais même plus Trian, ou je ne sais plus exactement son nom, est rentré chez General Electric. Il n'est pas rentré chez nous, il est rentré au capital de General Electric. Il se trouve que General Electric a ses propres défis, et le management a changé, etc. Et effectivement, il y a un fonds d'investissement américain qui est rentré chez General Electric, et donc qui provoque un certain nombre de questionnements là-bas. Mais chez nous, non, chez nous, il n'y a pas de fonds d'investissement américain, absolument.
Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président. Juste avant de vous remercier, je voudrais demander au commissaire de la Commission des affaires économiques de rester dans la salle car nous avons quelques petits points à voter avant le départ. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet exposé. Je voudrais vous dire que c'est un sujet extrêmement sensible pour notre commission, que nous allons bientôt reconstituer, après le renouvellement du Sénat, les groupes d'études, que dans ces groupes d'études, il y a un groupe d'études industrie, et que la Commission des affaires économiques passera commande à ce groupe industrie pour poursuivre et suivre avec beaucoup d'intérêt et peut-être d'autres auditions les progrès de ce rapprochement. Merci beaucoup. Voilà pour l'audition du PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui s'est employé, vous l'avez entendu, à dire devant les sénateurs qu'il y avait des garanties dans la fusion entre Alstom et Siemens, alors que beaucoup de parlementaires sont très inquiets sur les conséquences que cette fusion pourrait avoir en matière d'emploi, d'autant qu'il y a un précédent malheureux, la fusion entre General Electric et Alstom. Certains salariés sont d'ailleurs aujourd'hui reçus par l'exécutif car il pourrait y avoir un plan social dans l'usine de Grenoble. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.